L'éducation digitale ignorée quelquefois, en tout cas peu considérée par certains dans le passé de retour et quel retour, elle s'impose à nous tous aujourd'hui, que l'on aime ou pas, qu'on l'aime ou pas, elle revient avec fracas grâce, je ne dis pas à cause de, mais je dis bien grâce au coronavirus dont Bernard Pivot au début de la crise, l'ancien présentateur d'Apostrophe sur Antenne 2, l'ancêtre de France 2, nous rappelait le coronavirus, qu'il n'aimait pas les rassemblements parce que les foules sont devenues suspectes, parce que les rassemblements et les contacts sont des lieux de propagation de ce petit virus invisible à l'œil nu, mais devenu un casse-tête mondial. L'on se tourne inévitablement vers les écrans, ordinateurs, tablettes et téléphones. Ces enseignements à distance, ces téléenseignements, parce que je vous parle du Sénégal, Dakar y a basculé intégralement après des succès retentissants. On pense naturellement à l'université virtuelle du Sénégal, mais bien sûr parce que je vous parle de Dakar, il y aura bien sûr d'autres exemples en provenance d'autres parties de l'Afrique, mais pas seulement, parce que j'ai le plaisir de recevoir trois grands invités qui sont des passionnés de l'Afrique et du secteur. Je démarre par Mamadou Dramé. Bonjour. Bonjour Ousmane. Merci d'avoir rejoint ce panel qui va porter sur les technologies en rapport avec l'éducation. Nous allons vous revenir tout à l'heure parce que dans un premier temps, tout le monde va se présenter. Bonjour Baye Diara Diakhaté. Bonjour Ousmane. Une chose est sûre, vous n'êtes pas malien comme si mon nom. Oh, je suis africain d'abord. Avant tout, oui. Voilà. Et sénégalais aussi, hein, partie du Sénégal. Baye Diara Diakhaté, vous êtes actuellement installé en France. Nous reviendrons un peu vers vous, comme promis également avec Mamadou Dramé. J'allais ajouter le Lamina, mais c'est plutôt Mamadou Dramé tout court. Simon Asiati, bonjour. Oui, bonjour Ousmane. En ligne de Bamako, n'est-ce pas? Et vous êtes actuellement basé à Bamako, même si ce qu'il faut préciser tout de suite, c'est que vous sillonnez régulièrement le continent. Vous êtes, comme on dit, un citoyen du monde, comme les autres. Exactement. Exactement. Je fais environ 15 pays de l'Afrique, tant sur le plan université que sur le plan professionnel. Je n'ai pas de pays, je suis africain tout court. Africain tout court, c'est l'Afrique, hein? C'est l'Afrique au cœur de ce panel dédié à l'éducation digitale, mais je rappelle bien sûr que Mamadou Dramé m'a fait le plaisir et l'amitié de me dire que, écoute Ousmane, ne parle pas d'éducation digitale parce que ce dont on peut parler est bien sûr beaucoup plus large que l'éducation digitale. Peut-être avant de vous présenter, un petit mot d'explication par rapport à cette précision, Mamadou Dramé, elle est importante. Oui, bonjour Ousmane, hein, et merci de nous donner cette opportunité. C'est vrai que cette session est intitulée Tech parce qu'il faut parler en long en large des technologies ou du numérique au sens large, Oui. au service de la pédagogie, de l'administration, de l'éducation dans son sens large. C'est vrai qu'on va peut-être parler des aspects pédagogiques, mais il y a aussi les aspects d'administration, il y a les aspects également des compétences de ces apprenants. Mais en gros, on pourrait dire que c'est le numérique au service donc de la pédagogie et de l'administration de l'éducation. Excellent, comme ça on est bien au cœur de notre panel. On vous laisse encore la parole, hein. Vous la conservez un peu, Mamadou Dramé. Présentez-vous un peu, alors qui est Mamadou Dramé et puis le parcours rapidement. Merci. En fait, moi, mon titre, c'est Learning Solutions Specialist, c'est-à-dire que les organisations privées, les institutions académiques viendront vers nous dans le cadre de leur projet de transformation de la méthode d'apprentissage, d'enseignement et de formation. Oui. Notre rôle sera de faire un benchmark des solutions qui existent dans le monde, que ce soit des solutions propriétaires, des solutions open source, pour in fine les accompagner dans cette transition numérique. Alors ça, on le fait officiellement avec Digital School Technologies, qui est la société que je dirige depuis 2013. On a deux filiales, une au Sénégal et une en Côte d'Ivoire, avec pour optique de pouvoir couvrir l'Afrique de l'Ouest et du centre francophone
Depuis 2013, on a travaillé avec alors, roughly un peu plus de 60 institutions comme l'Université Gaston Berger au Sénégal, l'INPHB en Côte d'Ivoire. On est allé même au-delà de l'Afrique parce qu'on a travaillé avec la mission des Nations Unies en Haïti, l'Institut African Management au Sénégal, mais aussi des entreprises privées comme la Sénégalaise des Eaux. Et comme je dis, ces projets tournent autour du digital learning, mais également autour de l'acquisition et de la valorisation des compétences. On est beaucoup plus également dans comment est-ce qu'on certifie des compétences. Et j'espère qu'on aura la chance de discuter après sur ce qu'on a réellement fait dans cette période de Covid-19. Oui, mais avec plaisir, hein, Mamadou, c'est le cœur de ce panel dédié au domaine, en rapport bien sûr avec le digital. Je reviens vers vous, Baye Diarra Diakhaté. Vous êtes en ligne de où? D'où? De Paris? Moi, je suis à Paris, oui. Donc, voilà, moi, je m'appelle Diarra Diakhaté. Donc, j'ai fait en fait tout mon cursus scolaire au Sénégal. Donc, je suis né à Guédiawaye, j'ai grandi à Liberté 6, au camp pénal. Et donc, il y a à peu près 10 ans que je suis venu en France, donc grâce à une bourse donc, qui m'a permis de faire mes études dans 3 universités européennes, notamment à Lisbonne ou à Madrid, du digital learning avec l'université de Bordeaux. Et j'ai eu un parcours aussi bien dans le privé que dans le public. À l'université de Poitiers d'abord, à Ecolems, donc qui fait partie du groupe de study, notamment Galileo, donc que la plupart des gens connaissent. L'université de Strasbourg, l'université de Toulouse, à l'INSEC, qui est le premier business, en fait, la première école en termes de taille en France. Et voilà, donc aujourd'hui, j'ai lancé en fait ma boîte qui s'appelle Cedo Skills, donc qui est dans le domaine bien sûr de la digitalisation. Comme Mamadou l'a dit, en fait, on est à peu près dans les mêmes créneaux. Donc, notamment tout ce qui est accompagnement au développement de compétences, digitalisation de formation et l'aspect aussi consulting. Merci, merci beaucoup Baye Diarra Diakhaté en ligne de Paris dans ce panel pendant que Mamadou Dramé est à Dakar, Simon Aziati est à Bamako. Simon Aziati? Oui, Ousmane. Oui, une présentation de vous rapidement. On sait que vous êtes un grand Africain, on sait que vous faites 15 pays régulièrement, mais au-delà de ça, bien sûr, le Simon Aziati de l'éducation digitale, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu, votre parcours rapidement? Rapidement, j'ai fait un DE en finance contrôle, un master audit et contrôle de gestion à l'ISEC de Paris, une thèse à l'ILC de Paris, et actuellement, je suis vice-consul honoraire du Libéria au Mali. Au niveau de l'université, je dirige aujourd'hui 5 universités en Afrique, 2 au Mali, Institut international de management au Mali, au Burkina Faso, au Bénin, Centrafrique et puis au Gabon. Ça, c'est au niveau université. Je suis directeur zone Afrique de l'Ouest de Sud-Île, une société financière qui accompagne les étudiants en mobilité internationale vers la France. Et aujourd'hui, sur 3 ans, nous avons accompagné déjà plus de 4000 étudiants africains qui étudient actuellement en France. Nous les suivons régulièrement, nous avons un retour d'eux et c'est la société Studeli qui s'occupe de leur virement permanent en francs de 615 € durant les 12 mois. Et pour aider aussi nos étudiants, nos frères africains, nous avons signé des conventions de partenariat avec les institutions de microfinance qui leur prêtent la caution entière, c'est-à-dire les 4 800 €, leur permettant de vivre aisément la première année en France. Donc ça, c'est
au niveau de Studeli. Donc, Studeli est présent actuellement en Afrique de l'Ouest, au Bénin, au Togo, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, en Guinée-Conakry. Et j'ai Aya Capital, qui est un fonds d'investissement qui travaille aujourd'hui comme fonds d'investissement islamique, pour être plus précis, parce qu'aujourd'hui, la finance capitaliste est arrivée à son summum et il faut trouver une équation entre la finance capitaliste et la finance islamique, d'où mes équipes sont en train de travailler actuellement sur ce chantier en Afrique de l'Ouest, dont la société qui dirige, c'est Aya Capital, qui est un fonds d'investissement islamique. Oui, on a quelques soucis, hein, des soucis pour la vidéo avec Simon Azeati en ligne de Bamako, d'où les images que vous voyez là à l'instant pour compenser un peu ce manque. Mais on sait bien sûr qu'avec la technologie, il n'y a jamais de manque, bien évidemment. Mamadou Dramé, aujourd'hui, pour entrer de plein pied dans notre panel, de quoi a-t-on besoin actuellement? Autrement dit, quelles sont les dernières innovations en matière d'éducation digitale actuellement? Oui, merci Ousmane. Pour parler un peu de ce qu'on a besoin, moi je pense que Oui. on pourrait peut-être inverser pour dire un peu quels sont aujourd'hui les défis de cette éducation, de cet enseignement. Et on peut le regrouper, je vais dire, en trois défis. Un défi technologique, c'est-à-dire aujourd'hui, les étudiants ont besoin aujourd'hui de se connecter avec les enseignants, de pouvoir suivre leur enseignement à distance. Donc, ils ont besoin, bien évidemment, des plateformes ou tout un dispositif qui les permet de pouvoir suivre et ne pas rompre cette chaîne, n'est-ce pas, d'échange avec les enseignants. Oui. Donc, ça, c'est quelque chose qu'ils ont besoin et c'est des choses sur lesquelles Digital School a également travaillé. On a eu à supporter 10 universités et grandes écoles sur 3 pays dans cette période spécifique de Covid-19. Et l'une des choses également qu'on trouve comme défi, c'est la partie pédagogique, c'est-à-dire avec les enseignants qui ont aujourd'hui besoin d'accompagnement et de renforcement de capacités parce que, écoutez, du jour au lendemain, on leur a demandé de pouvoir donner ces formations à distance, sans préparation, sans équipement, sans accompagnement, sans cadre conceptuel. Et des entreprises comme la nôtre, comme également ce que Diarra fait. Et l'idée, c'est aujourd'hui de les accompagner. Donc, l'éducation a besoin de ça et c'est de pouvoir, en un mot, que le savoir qui était donné avant le Covid, que les étudiants via des canaux technologiques, mais qui soient moins chers pour lesquels ils peuvent s'adapter et que ne pas couper cette chaîne de transmission. Et on a vu, et là on est en train d'utiliser un des canaux de communication, un des canaux de collaboration, mais tout doit se faire en respectant bien sûr les règles pédagogiques parce que c'est science de l'éducation et c'est ce qu'on s'attelle à faire. Oui, Mamadou, j'allais dire Mamadou, mais non, je viens de finir avec Mamadou. Hein, et je m'en vais redonner la parole à Baye Diarra Diakhaté en ligne de Paris pour ce panel dédié à l'éducation digitale. Effectivement, quelqu'un l'a dit dernièrement sur notre radio au Sénégal, le professeur Alpha Amadouci, que beaucoup connaissent, le philosophe, il disait, ce n'est pas parce qu'on est en face, on utilise des outils digitaux qu'on doit faire n'importe comment, parce qu'après tout, il y a quand même des règles en matière d'éducation. Comment aujourd'hui basculer dans le digital tout en restant conservateur en quelque sorte, autrement dit, tout en respectant les règles pédagogiques? Merci en fait pour cette pertinente question, parce que d'abord, en fait, je pense qu'il y a un élément à prendre en compte. Déjà, poser le problème, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut plus fonctionner comme avant. Parce qu'en fait, il y a tellement d'évolution. Les habitudes en termes de consommation, d'information, de connaissances, de savoir ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, l'enseignant en fait n'est plus quelqu'un de central dans le processus d'apprentissage. C'est plutôt l'étudiant qui a tendance à occuper en fait cette posture. Il y a un autre facteur aussi, ça veut dire que le digital est arrivé, il y a eu beaucoup de mutations. Aujourd'hui, ici, des recherches nous disent que 85% des métiers que
les gens vont exercer en 2030 n'existe pas aujourd'hui, cela dit que cela repose des questions. Il y aura sans doute beaucoup de métiers qui vont disparaître, il y aura beaucoup qui vont être changés, qui vont muter. Donc, du coup, en fait, il y a un besoin vraiment de réfléchir sur, en tant qu'acteur aujourd'hui éducatif, de quoi a-t-on besoin? Après, il y a un problème qui se pose. Parce que j'ai tendance à distinguer ce qu'on appelle l'éducation aux médias de l'éducation par les médias. Parce qu'en fait, au moment où l'une s'occupe de méthodes, l'autre s'occupe d'outils, on a tendance à beaucoup se focaliser sur l'outil, alors que l'outil, pour en fait notre disons, conception de la chose, représente en fait qu'un moyen. La finalité, c'est de pouvoir développer des connaissances, des compétences que l'apprenant lui-même doit être capable de mesurer. Donc, en quelque sorte, on est dans une logique d'autonomie de l'apprenant et de changement de posture de l'enseignant. Malheureusement, on est dans un système où l'enseignant même n'est pas préparé. L'enseignant enseigne comme il a en fait eu à recevoir ses cours. Mais il n'y a pas en fait un recul, il n'y a pas de formation précisément pour les enseignants qui sont dans le supérieur. C'est des gens qui ont eu leur doctorat et qui ont eu des activités d'enseignement, mais en fait, il n'y a pas d'éducation aux médias. Et c'est sans doute donc, ce qui explique la pertinence, l'approche d'entreprises qui évoluent dans ce domaine, notamment ce que fait Mamadou, ce que je fais et ce que tant d'autres font aujourd'hui. Cela veut dire que pour pouvoir non seulement aider les écoles à les accompagner dans le processus, parce qu'il est important de faire un état des lieux, de savoir où est-ce qu'on va, avec quels moyens, avec quelle méthode, avec quel objectif, avec quel outil de mesure pour voir si on a atteint les objectifs, mais aussi de pouvoir identifier les outils qui correspondent aux besoins en termes de compétences, en termes de connaissances. Donc, pour moi, il y a tout un travail à faire là-dessus qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin de dire on utilise le digital pour utiliser le digital. Aujourd'hui, ce qu'on peut permettre avec le Covid, parce qu'il y a eu une certaine précipitation, il y a une urgence, il fallait trouver des moyens. Aujourd'hui, le défi du système éducatif sénégalais, le défi de toutes les institutions, c'est un moment de s'arrêter et de dire maintenant, c'est bon, le Covid est passé. Comment est-ce qu'on va bâtir des solutions, en fait, une manière de pouvoir faire de l'enseignement à distance solide, stable, pérenne, capitalisable et qu'on peut peut-être mobiliser en cas de crise ou en cas d'autres problèmes qui sont similaires à la COVID. Merci beaucoup, Baye Diarra Diakhaté. Je me retourne vers Simon Azéati en ligne du Mali. Simon, l'avantage que nous avons en vous recevant dans ce panel, c'est que vous sillonnez, je le dis régulièrement, l'Afrique. Vous connaissez beaucoup de pays. Je rappelle d'ailleurs qu'on a pris un bon Thieboudienne à Dakar il y a 1 an à peu près. Ce qu'on voit, c'est finalement que la COVID-19 est plutôt une bonne nouvelle pour beaucoup de systèmes qui n'ont pas voulu, ou en tout cas qui n'ont pas su à un certain moment généraliser l'éducation digitale. Et nous voilà un beau jour, tous, disons, propulsés là-dedans. Ça vous inspire quoi comme réflexion, Simon? Bien, merci Ousmane. Je vais aborder ce problème sur plusieurs volets. En tant que d'abord directeur de 5 universités qui est en front direct avec la situation de COVID-19 en Afrique, où nous avons des difficultés aujourd'hui à faire évoluer l'enseignement et comment terminer l'année scolaire où l'État veut que l'année scolaire soit terminée et au même moment, l'État ne met pas les moyens à la disposition des universités privées pour avancer. Et donc, tout d'abord, COVID-19 a été ou est à la croisée des chemins et à un changement stratégique, changement structurel, changement technologique. Mais tout changement est un processus. Et ce changement suit des étapes. La question que nous nous posons, sommes-nous prêts à ce changement technologique? L'Afrique aujourd'hui n'est pas encore prête parce qu'on ne s'est pas du tout préparé.
Pourquoi je dis que nous ne sommes pas préparés? Au niveau des professeurs, l'utilisation de l'outil technologique déjà est un problème. Et donc, quels sont les outils à mettre en place pour nous permettre à nos professeurs de s'adapter à ce changement technologique au niveau de l'enseignement supérieur? Ça, c'est notre première problématique. En ce qui concerne les professeurs, l'adaptation des cours, parce que nous sommes habitués à des cours présentiels avec des étudiants en face qui font des comédies, qui posent des questions et on échange entre nous. Du coup, le professeur va se trouver dans une salle vide. Il n'y a pas de personne physique, mais il doit enseigner sur le plan psychologique, sur le plan transmission de l'information. Il faut que le professeur d'abord soit préparé à ce changement. Merci beaucoup, Simon Asiati de la structure Studly, qu'il a présenté en début de panel. Je me retourne vers vous, Mamadou Lamine Dramé. On l'a dit, hein, on est prêt ou on n'est pas prêt. De toute façon, on n'a pas le choix, on est dedans. Alors, comment gérer cette crise avec l'éducation digitale? Parce que ce que je vois, c'est qu'on se démène pas mal, hein, Mamadou Dramé, on se démène pas mal pour gérer la situation. Aujourd'hui, quels sont les bons outils qu'il faut mettre en avant pour s'assurer au moins qu'on a de la qualité et de l'efficience? Mamadou Dramé. Oui, merci Ousmane. Juste préciser que je disais qu'on n'était pas préparé, mais qu'on était prêt. Ah, d'accord, ok. Donc on n'était pas préparé comme toutes les autres universités, mais on était prêt, évidemment. J'entends M. Asiati, mais comme je dis, soit on monte dans le wagon et qu'on se dit, écoutez, on ne sera jamais 100% prêt et qu'on capitalise avec cela, ou bien on attend que tout soit OK. On est dans des pays où on a des défis, plusieurs types de défis, mais encore une fois, la conviction, c'est que la résilience permet de payer. On a vu des solutions extraordinaires, bien évidemment, venir de nos pays, et je pense que c'est sur ça qu'on peut capitaliser. Et si, comme vous posez la question, c'est en fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire en termes d'outils de produits? Moi, je parlerais plutôt de stratégie globalement. Alors, on a un livre blanc qui est publié cette semaine, dans 2 jours, qui se nomme Les 9+1 défis de l'enseignement supérieur post-Covid-19, oui, dans lequel on a fait ce qu'on appelle une call to action. C'est vraiment quelles sont les actions sur le plan stratégique que les ministères de l'enseignement supérieur, en tout cas toute cette communauté de l'enseignement supérieur ou de l'éducation de façon globale doit mener. Et le premier, c'était d'avoir un plan de transformation numérique. En fait, un plan, il travaille sur la vision, il travaille également sur l'organisation structurelle. Aujourd'hui, quand vous regardez l'organisation de nos ministères, et c'est la même chose au niveau de nos universités, et je peux vous donner l'anecdote d'une université au Sénégal, pour ne pas la nommer, où au moment de mettre en place le plan de continuité qui était bien évidemment basé sur le numérique, chacun choisit son produit ou chacun défend son outil plutôt que de mettre l'étudiant ou l'enseignant au centre de ces solutions. Donc, avoir ou bâtir des plans de transformation numérique sont importants. Et deuxième élément, c'est de privilégier les partenariats publics-privés, les partenariats avec les éditeurs, les partenariats avec les communautés open source, parce que le rôle des institutions de l'enseignement, c'est aussi dispenser l'enseignement. Mais la veille technologique, c'est nous qui la faisons. Oui. C'est les éditeurs qui créent. Donc aujourd'hui, il faut pouvoir ouvrir parce qu'il y a des solutions. Et je pense que M. Asiati l'a dit quelque part. C'est-à-dire que nous, on parle même sur l'équivalence, les crédits qui sont prévus par le CAMES. Bien évidemment, on est dans la semestrialisation. Est-ce qu'aujourd'hui, l'étudiant qui n'a pas eu accès à son université et qui a suivi des MOOC, qui a suivi cette information, qui a eu des certifications, est-ce qu'aujourd'hui, si il a pu suivre une formation en ligne dans une université en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il peut revendiquer ce crédit-là, par exemple, dans son université au Sénégal? C'est des choses qui sont prévues dans les textes et qu'il faudra travailler. Et je finis juste par l'investissement.
on ne peut rien sans investissement. Si on bâtit notre plan, on a recommandé dans ce livre blanc d'avoir au minimum 30% des budgets d'investissement de nos universités, de nos ministères sur le plan des investissements de la technologie. Et quand je dis technologie, c'est l'infrastructure, c'est la connectivité, mais c'est également la formation. Parce que c'est en faisant ça qu'on mettra l'étudiant au centre de la pédagogie, au centre je vais dire, de toutes nos préoccupations, et ça va nous permettre de repenser le contenu parce qu'en deuxième point, on a déjà parlé de ramener la communauté et on a très peu de décisions qui viennent de nos universités où on associe cette communauté et je pense que pour moi, on doit voir ce côté stratégique plutôt que les outils parce que les outils évoluent. Oui, et comment disposer de ce livre blanc, Momodou? Ben écoutez, je pense que d'ici 3 jours, on va le publier. On avait prévu le 4 juin. Donc, ça sera un plaisir de vous envoyer et pour que vous partagez sur ce réseau. Je rappelle que c'est 9+1 défi de l'enseignement supérieur post-Covid. Et le 1, justement, c'était pour parler de l'aspect leadership parce qu'évidemment, quand on parle de transformation digitale, ça vient du haut. Okay? Parce qu'il y a des décisions fortes, il y a une vision forte qui vient du haut et bien évidemment, on doit trouver des personnes résilientes, mais comme on dit, on est presque avec des digital natives qui sont, si vous voulez, des étudiants qui sont férus, qui savent, ils adoptent, mais également comment est-ce qu'on prépare les enseignants, comment est-ce qu'on crée le cadre conceptuel et je pense que ça va éclairer bien évidemment la communauté. Oui, Simon Asiati, vous êtes avec nous toujours? Oui, je suis là. Oui, Simon Asiati, alors avant de poser la question finale, la question finale pour faire un dernier tour de table, d'abord une question spécifique à vous, vous qui circulez, qui sillonnez régulièrement l'Afrique. Est-ce que vous pensez que les dirigeants sont assez ouverts aux innovations? Parce que c'est la question que je pose régulièrement au Sénégal. On a d'un côté des startups qui sont trop agiles, sinon très, très agiles, qui font beaucoup d'innovations, mais derrière, on a des autorités qui hésitent trop avant d'embrasser ces solutions numériques. Pour vous qui gérez, si je ne me trompe, 5 universités, est-ce que vous sentez que la mayonnaise numérique prend auprès des autorités? Bien, merci Ousmane. Aujourd'hui, la digitalisation de l'enseignement supérieur est un passage obligé. Ça, on n'a même pas le choix. Mais est-ce que ça prend au niveau des autorités? Ça, c'est une bonne question parce que nous sommes calqués sur le modèle français. Ça, on n'a même pas le choix et c'est de l'expérimentation française que vient notre science. Est-ce que la France a déjà fini son expérimentation au niveau du digital? Quel est le passage le passage de l'enseignement supérieur en présentiel à l'enseignement digital en Europe et plus précisément en France? Dans ma communauté, je vous ai dit entre-temps que même la plateforme que nous avons mise en place pour l'université IM Bangui, l'autorité centrafricaine ou bien le ministère, l'université de Bangui ne nous a même pas permis de l'utiliser au profit des étudiants centrafricains. Ça prouve le niveau d'ouverture sur le plan digital. Et dans les autres pays, on est en train de faire les efforts, mais la production industrielle n'y est pas encore. Merci beaucoup Simon Asiati. Baye Diarra Diakhaté, alors vous êtes en ligne toujours de Paris dans ce panel dédié à l'éducation accès à la technologie ou on va dire à l'éducation digitale, même si Momodou Dramé n'est pas très content, mais on va prendre bien sûr en même temps son expression. Elle est tout à fait juste, voire très très juste. Alors vous, Baye Diarra Diakhaté, actuellement, est-ce quelles sont les solutions? C'est vrai qu'on utilise beaucoup de solutions. Faudrait pas que l'on tombe dans le piège un peu de l'abondance? Aujourd'hui, de quoi a-t-on besoin concrètement comme outil pour faire une bonne éducation digitale en Afrique? Moi, je reposerai en fait la question de quoi a-t-on besoin comme méthode? Aujourd'hui, en fait, en Afrique, je pense que l'Afrique n'a pas à importer en fait un modèle.
L'Afrique a ses réalités, l'Afrique a ses contraintes, et ces contraintes-là, c'est des défis, notamment le problème de connexion qu'on peut noter. Cela montre qu'on n'est pas en fait prêt pour pouvoir juste consommer. Et ça, en ce moment-là, je pense que c'est à l'Afrique. On a d'éminents scientifiques, on a tout ce qu'il faut. Après, ce qui reste, c'est juste en fait nous poser et réfléchir. De quoi a-t-on besoin? De quoi le citoyen africain de demain a besoin? Quel type de formation? Quel type de compétences? Parce que depuis des années, on le répète, il y a un décalage entre l'offre de formation des écoles et le besoin des entreprises. Il y a tous les métiers aujourd'hui, la plupart des métiers sont en tension avec le changement, avec beaucoup de métiers vont disparaître. Il y a un problème pour des jeunes Africains, par exemple, d'aller ailleurs dans le monde et de se faire former. Donc, en fait, il y a un besoin vraiment qui est là et ça devient plus qu'indispensable pour que les universités africaines, les écoles privées, les business schools puissent prendre en fait leur destin en main. En faisant quoi? En ayant en fait une vision claire réellement de ce qu'ils veulent. Parce que moi, en fait, ça me fait mal quand je vois que, par exemple, la plupart des étudiants africains, s'ils doivent se faire former, ils cherchent, par exemple, à se faire former aux États-Unis. En fait, ils participent au développement. Moi, en fait, je suis un exemple par rapport à cette situation. Mais aujourd'hui, en fait, le défi aujourd'hui, c'est que de grandes universités puissent offrir des formations et que des Occidentaux viennent en Afrique se faire former. En fait, l'effet inverse, mais pourquoi pas? Et ceci ne peut jamais se faire sans pour autant passer par une digitalisation. Non parce que je suis en phase avec Momodou quand on parle de pédagogie digitale. Simplement, je dis que pédagogie digitale, ça n'existe pas parce que la pédagogie a toujours été là. Aujourd'hui, on peut maintenant parler de nouvelles approches pédagogiques avec l'outil digital. Et l'innovation, on en parle aussi, c'est un concept donc, qui est assez flou parce que simplement, parfois, on confond innovation et initiative. Parfois, on confond initiative et transformation parce que simplement, on ne peut pas dire qu'on innove alors que le résultat qu'on vient de découvrir, en fait, c'est un résultat surprise de quelque chose qu'on n'a pas prévu en amont. Ça, c'est la différence. Si on devait parler de différence entre innovation et découverte, c'est peut-être ça. Donc, il y a en fait l'innovation, c'est quelque chose, le résultat de l'innovation, c'est quelque chose qui est voulu. Calculé, ça vient de l'initiative, c'est quelque chose d'intentionné, ça vient de l'initiative et que maintenant l'initiative, si ça a pu générer des changements qui deviennent socialement acceptés, en ce moment-là, on parle d'initiative. Mais l'initiative, c'est pas simplement, c'est pas parce qu'aujourd'hui j'apprends avec le téléphone mobile que ça devient en fait une innovation. Ça, c'est peut-être une initiative en intégrant la téléphonie mobile dans mes pratiques et que ça me change de posture. Et le changement de posture maintenant, si ça devient un peu la norme, c'est accepté par la société, là, on peut parler d'innovation. C'est simplement pour préciser parce que c'est un terme qui génère pas mal de polémiques. Et ce que je veux simplement dire, en Afrique, l'aspect humain, c'est l'aspect qui représente aujourd'hui dans le monde où on vit en fait, c'est notre force. Donc, l'humain doit être au cœur de tous les process qu'on doit mettre en place. Le digital est un outil au service de l'humain et l'humain d'aujourd'hui a besoin d'apprendre. On parle de soft skills, mais on parle aussi de hard skills en fait qu'il faut repenser en Afrique et qu'on doit outiller. Et nous, on est là pour ça. On est là pour pouvoir accompagner l'Afrique à développer des modèles africains et que tout le monde, en fait, tous les autres continents, les autres pays puissent venir en Afrique pour dire mais comment vous avez fait ça? Parce que ça aussi, ça représente en fait un modèle qu'on doit aujourd'hui expérimenter comme la Corée l'a fait, comme beaucoup d'autres en fait, pays sont en train de le faire. Merci, merci beaucoup Baya Diara Diakhaté. Un mot de clôture à Momodou Lamine Dramé, sachant que je fais un dernier tour de table pour
la présentation ou la représentation, retirée présentation de chacun. Mamadou Dramé, de quoi a-t-on besoin aujourd'hui? Parce que, comme je l'ai dit, évidemment, il y a une profusion de solutions numériques, on s'en réjouit, mais bien sûr qu'on ne peut pas tout utiliser. Il y a, comme l'a dit Diarra Diakhaté, il y a normalement une méthode qu'on doit avoir derrière et en fonction de cette méthode et de la fin, de la finalité, mettre en avant, mettre en place les solutions. Aujourd'hui, de quelles solutions a-t-on besoin au Sénégal, Mamadou Dramé, qui pour vous, qui intervenez notamment au Sénégal? Oui, Ousmane, les solutions existent. Comme je dis, aujourd'hui, il y a plusieurs solutions et si vous allez dans l'ensemble de nos universités, il y a plusieurs solutions qui sont utilisées. Mais si vous voulez, la réponse, c'est il nous faut juste un plan de transformation, un plan de continuité pédagogique. Et c'est ce que nous, on a fait avec nos clients. C'est-à-dire, on leur a dit, voici votre plan de continuité pédagogique. Et ce plan de continuité pédagogique a pris en compte 3 piliers. Le premier pilier est un pilier technologique dans lequel on s'est posé la question de est-ce qu'il y avait des fonds pour investir dans de nouvelles solutions numériques ou bien il y a des solutions numériques qui étaient disponibles gratuites déjà. Quand vous allez dans l'ensemble de nos universités, il y a plusieurs outils qui existent, mais que la solution, c'était d'avoir un plan de continuité pédagogique. Ça, c'était pour la période Covid-19, mais après, c'est surtout un plan de transformation numérique qui va prendre la période post-Covid. Et sur ça, ce sur quoi on a travaillé avec nos clients, c'est 3 piliers. Et le premier pilier est un pilier technologique qui répondait à la question quel équipement nos étudiants ont, quelle connectivité ils ont à la maison, mais également quelle connectivité ont les enseignants pour pouvoir adapter, je vais dire, les méthodes pédagogiques. Donc, vous voyez que ça a permis, bien évidemment, par rapport à l'ensemble des solutions qui existent de tous les éditeurs, mais également open source, de pouvoir faire le choix exactement de ce qu'il faut. Ensuite, on est revenu dans la partie pédagogique et là, on est allé former les enseignants. Ça, c'est très important. Et dans notre approche, on a fait des formations d'une semaine maximum. Il y en a qui ont été sur 3 jours parce que l'idée, c'est que quand on est sur la partie COVID, on n'a pas le temps d'utiliser, je vais dire, tout le module de création de ressources numériques, d'animation des classes virtuelles, de gestion de la classe collaborative, mais on a essayé d'aller de façon fast-track sur des modules qui les permettent d'être opérationnels tout de suite et de faire un point sur cette expérience et bâtir le long terme. Et dernier élément, c'était la création des ressources, parce qu'après, on s'est dit aux universités, et ça, c'est de toute façon, comme je le dis, c'est déjà prévu. L'équivalence des crédits, l'équivalence des certificats sont prévus. On travaille de dire, si vous n'avez pas le temps de créer du contenu, est-ce que c'est possible d'aller puiser du contenu qui existe déjà, de curer pour pouvoir donner aux étudiants? Ça, c'est très important de penser. Et je pense que l'un des défis post-Covid, ça sera ça. Aujourd'hui, est-ce que on va continuer à attendre chaque enseignant qui sont dans le même groupe pédagogique, c'est-à-dire qui donnent la même formation, qui se base certainement sur le même syllabi, mais que l'expérience est différente? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne doit pas avoir un même contenu et que c'est l'approche pédagogique de l'enseignant qui va changer et donc redéfinir la manière même qu'on crée le contenu? Vous voyez que quand on se positionne sur ces piliers, la solution, on l'a avant avec le plan de continuité pédagogique. Puis après, on se base sur ça pour avoir un plan de transformation numérique. Et je peux vous confirmer qu'on a les hommes pour ça. On a la résilience pour ça. Et quand je dis je parle de nos universités, de nos ministères. Et tout le monde a compris qu'il y a ce qu'on va appeler le new normal. On ne pourra pas continuer à avoir l'enseignement 100% présentiel parce que ne serait-ce que l'évaluation, le côté évaluation formative peut se faire en ligne. On doit faire confiance au numérique, mais bien évidemment, il faut assurer bien évidemment l'équité. On ne va pas faire les sous. On sait que, bien évidemment, on n'est pas aveugle. On sait que tout le monde n'a pas le même niveau de connectivité, d'accessibilité. Donc, il va falloir que les solutions qu'on choisisse puissent assurer donc cette accessibilité, cette équité, favoriser donc la collaboration pour, in fine, améliorer la qualité de l'éducation. Merci beaucoup, Mamadou Dramé. Simon Asiati, parce que vous êtes l'aîné et parce qu'on est en Afrique, un dernier mot de votre part. Merci Ousmane. Je pense qu'au niveau de la digitalisation de nos outils, au niveau de l'enseignement supérieur, tant M. Diarra Diakhaté qui est en train de travailler là-dessus, Mamadou Dramé qui travaille sur ce sujet, il y a 2 pôles
à prendre en compte. Oui, L'université mais publique, rapidement, c'est pas pour développer, hein, c'est pour finir, oui, Simon. Oui. ici, l'université publique Ah, qui a des ressources dans son développement et l'université privée dont les ressources pour la digitalisation n'est pas la même chose. Donc, ces deux éléments, on doit les prendre en compte. Et aussi, la problématique de la connectivité oui. dans nos pays doit être des éléments importants dans la prise de décision. Toutes choses étant égales par ailleurs, le changement digital au niveau de l'enseignement supérieur est un passage obligé. Merci. Merci beaucoup à Simon Azéati, merci Momodou Dramé, merci Baye Diara Diakhaté d'avoir accepté de participer à ce panel dédié à l'éducation digitale, à l'EdTech, hein. Comme ça on intègre définitivement, n'est-ce pas, la préoccupation de Momodou Dramé, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien sûr, elle est juste. Je rappelle, pour finir, je fais une représentation, hein, de mes invités que je remercie énormément pour avoir accepté de prendre part à ce panel. Diara Diakhaté, il est docteur en sciences de l'information et de la communication avec une spécialisation en pédagogie digitale, en qualité de digital learning manager. Il a travaillé pour de grandes universités et écoles en France, l'université de Poitiers, de Strasbourg, de Toulouse, le groupe INSEC. C'est bien cela, on prononce comme ça, Diara Diakhaté? INSEC? C'est INSEC, oui. Merci. Aujourd'hui, vous êtes chercheur à l'Université de Bordeaux, CEO et fondateur de CEDO Skills. CEDO Skills, ouais. C'est bien cela. Ce sont des informations que nous partageons là à l'écran pour permettre à tout le monde de vous retrouver plus facilement. Votre solution qui intervient dans 3 domaines: le conseil, la digitalisation de formation et learning, video learning, MOOC, mobile learning, serious game et la certification de compétences. Pour ce qui est de Simon Azéati, je m'en vais tout de suite vous rappeler un peu qui il est très rapidement. Mais avant lui, Mamadou Dramé, comme j'ai mon écran, je vais y aller plus simplement. Mamadou Dramé, il est donc Learning Solutions spécialiste. Il est le fondateur de Digital School Technologies, une entreprise établie au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Il nous l'a dit au cours de ce panel. Depuis 2013, Digital School Technologies accompagne les institutions académiques, les organisations publiques et privées dans la transformation digitale des méthodes d'apprentissage, d'enseignement et de formation en mettant le numérique au service de la pédagogie. Bien sûr, on va s'arrêter là pour Mamadou Dramé, sinon, bien évidemment, les biographies de tout le monde sont importantes et ça ne nous laisse pas malheureusement le temps de tout dire. Simon Azéati, il a même eu le plaisir de nous apprendre qu'il est né le 24 décembre 1975, comme s'il voulait anticiper le fait que je parle d'âge dans ce Covitec. Après son diplôme d'études approfondies en finance contrôle, il a fait ensuite un master grande école INSEC Paris. On en parlait il y a un instant, Diara Diakhaté, INSEC Paris, pour terminer par le doctorat in Business Administration, directeur général du groupe universitaire ILCI en Afrique. On prononce bien comme ça, Simon? Oui, ILCI. ILCI, pardon, ILCI en Afrique. Il est le fondateur du cabinet Kelly's Conseil, spécialiste de tout ce qui est intermédiation financière actuellement. Il est aussi directeur général de la zone Afrique de Studley, une société financière française spécialiste de la caution pour études en France. On a dit société financière française, fintech française, mais plus que jamais présente en Afrique. Merci à tout le monde d'avoir accepté mon invitation pour ce panel dédié à tout ce qui est tech. C'était un immense plaisir, un honneur également de vous avoir reçu, de vous avoir réunis autour de cette discussion. Je vous donne rendez-vous prochainement, bien sûr, pour continuer à parler de tout ce qui est éducation digitale en Afrique et dans le monde. Merci et à très bientôt. Merci. Merci Ousmane. J'espère que nous allons nous rencontrer, garder le lien pour travailler sur
problématiques en Afrique, surtout sur le digital. Et tout ce que je peux faire pour ouvrir les portes, et je ferai le nécessaire. Merci Simon, merci, vous répondez très bien de ce rôle d'aîné dans le panel, vous ne m'avez pas déçu. Merci à tout le monde, à très bientôt.